Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai tellement hâte que vous puissiez rencontrer notre invitée Rachel Baroni, qui est coach, formatrice et consultante en développement organisationnel. Vous inquiétez pas, elle a expliqué exactement ce que ça voulait dire et elle va le faire mieux que moi. Donc je vais vous laisser découvrir ça directement avec elle. Elle nous a parlé de la personnalité. Quelle était vraiment la personnalité, la différence aussi avec notre identité, et nous a donné quelques clés pour pouvoir apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier et puis aussi connaître l'autre et apprécier l'autre, désamorcer quelquefois des conflits qui sont dus à un manque de compréhension de qui je suis, de qui l'autre est, de comment il fonctionne, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et puis les miennes aussi. Et elle l'a fait de façon absolument passionnante et intéressante. Et vous savez, on a tous été créés à l'image de Dieu et l'être humain est fascinant et il y a une telle diversité, et quand on commence à s'intéresser à ce sujet, on ne peut que dire mais Seigneur, mais t'es tellement extraordinaire, t'es tellement merveilleux, tu as créé telle et telle personne de cette façon-là unique, et ça va nous permettre d'avoir aussi un regard beaucoup plus quelquefois apaisé sur les autres, l'autre qui peut nous énerver, qui peut nous taper sur les nerfs et on comprend pas pourquoi lui quelquefois même dans le mariage, dans la famille, on comprend pas pourquoi l'autre réagit de cette façon-là ou de cette façon-là. Mais quand on comprend que chaque personne a été créée à l'image de Dieu, or ça veut pas dire qu'on n'a pas de défauts, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas des défauts, mais qui ne sont que des différences. Mais on va apprendre à apprécier l'autre dans sa différence, et puis apprécier ce que Dieu a fait, et puis ce que Dieu nous a donné à travers toutes ces personnes qui sont aussi dans notre entourage. Moi, j'ai trop aimé ce moment avec Rachel. Alors j'espère que vous aussi, vous allez aimer et apprécier. On se retrouve tout de suite autour de la table. Bonjour à vous les filles. Bonjour Vous Anna. allez bien? Bonjour. On va accueillir Rachel, notre invitée aujourd'hui. Bonjour Rachel. Tu vas bien Rachel? Très bien. Alors on est très heureuse de t'accueillir autour de la table. Merci. Et j'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. J'espère. Pas avec tous ces yeux là. Mais les miens sont petits, donc ça va. Mais quelquefois, ça fait encore plus peur. Ça va exactement, ça veut rien dire. Donc Rachel, on est vraiment très heureuse de t'accueillir, parce que pas juste pour ça, mais aussi tu es consultante formatrice et coach organisationnel. Et tu vois, je ne répéterai pas dans l'émission, je te préviens tout de suite. Moi j'aime bien la fait des blagues. Et ça tombe bien, parce que c'est vraiment dans notre thème, on a parlé de l'identité, puis aujourd'hui on voulait parler de la personnalité, et c'est quelque chose qu'à la fois on peut en parler beaucoup, mais on peut mal en parler ou mal le comprendre. Alors c'est pour ça que Rachel, on t'a invité pour venir mettre un petit peu pour remettre les pendules à l'heure là, puis nous conduire sur le bon chemin de la personnalité. Et puis tu es pasteur aussi avec ton mari à Sorel. Donc Sorel, c'est au Québec. C'est pas la ville la plus connue, hein. C'est vrai, non? Il y a les bottes de neige de Sorel. C'est vrai, exactement. Les gens se disent, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est ça. Surtout les gens du sud de la France. Finalement, désolé. Les parents doivent savoir c'est quoi. Oui, parce que toi, c'est ça, toi, tu viens de Aix-en-Provence, Rachel. Oui, c'est ça. Wow. Ouais, j'arrive du sud de la France, et puis ça fait 4 ans qu'on est installé ici au Québec. Ça te plaît? Donc, oui, ouais. Très bien. Oui, on a fait le choix de revenir au Québec. Oh, d'accord. Donc c'est que ça nous plaît vraiment, et le soleil du sud nous manque de temps en temps. Avec le petit accent. Oui, ça nous réchauffe. C'est bien, c'est sympa, c'est sympathique, c'est tout de suite chaleureux, un petit accent du sud. Donc nous on aime bien, vas-y, sors-le. Mais pour être sérieuse. Non, on peut être sérieuse. C'est trop beau. Donc c'est ça, Rachel. Et ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi être consultante, formatrice et coach organisationnel? C'est ça. Alors oui, très concrètement, en fait, j'accompagne les gestionnaires plus particulièrement, ça va être mon public cible, les gestionnaires et puis leurs équipes de travail, sur tous les enjeux
de collaboration, de gestion d'équipe, de management, et même avec quelques enjeux RH dedans. Et puis, conseillère organisationnelle, ce qui va nous inquiéter derrière, en fait, en tout cas, c'est de justement analyser un petit peu et observer les comportements humains au sein des organisations, donc organisation des entreprises, autre terme. Donc, il y a toutes sortes de comportements humains qui se passent dans le milieu de travail, n'est-ce pas? Surtout, bon? surtout quand on est appelé à travailler en équipe, ne serait-ce qu'un nouvel employé qui arrive dans une équipe, puis c'est le chamboule tout, on ne sait plus comment se positionner. La personne qui arrive, il y a tout un tas d'enjeux qui se passent. La personne veut prouver qu'elle a été embauchée pour les bonnes raisons, sur de bonnes compétences, donc elle veut aussi trouver sa place, faire sa place dans l'équipe. Donc on développe toutes sortes de stratégies, puis qu'ils peuvent poser question justement au sein de l'équipe en se disant mais comment cette personne réagit-elle? Et puis nous, on vient comme poser un diagnostic, expliquer les comportements et puis surtout les besoins sous-jacents derrière. Et donc mieux équiper nos gestionnaires font eux des meilleurs justement. Gestion humaine. Nous sommes sous observation aujourd'hui, les filles. Le comportement humain. C'est qui la nouvelle dans l'équipe? Est-ce que je peux prendre ce personnel? Ah, mais toi, tu chamboules rien du tout, hein, Stéphanie. Toute discrète. Ce matin, quand t'es arrivée, ce que je ne savais pas du tout, quelqu'un m'a dit je crois que Stéphanie est arrivée et j'ai entendu une porte s'ouvrir. Alors, rien que le fait que tu aies ouvert la porte, on a su que c'était toi. On a su que c'était toi. Ah oui, oui. Ah bon, ça j'ouvrais avec assurance. Sûrement. Et joie les rires, surtout. Oui. Non, c'est bien, t'as une belle personnalité. Mais merci. Ouais, très agréable, un petit rayon de soleil. J'aime bien rire. Il faut faire avec de joie et de bonne humeur. Quand la porte s'ouvre, le rire entre. Donc là, on va pas rester dans le domaine professionnel, mais de toute façon, les comportements humains, c'est pas qu'au travail. Même si t'es chômeur. Tu as une personnalité. C'est vrai, hein, même si on est au chômage, on a une personnalité. Oui, elle ne nous quitte pas. Est-ce qu'on t'a déjà posé une question aussi intelligente? Non, mais c'est intéressant aussi parce que nos familles, c'est comme une petite organisation aussi. Il y a des comportements qu'il faut apprendre à gérer. Là, on t'en donne pour ton argent. Elle va rentrer chez elle. C'est moi qui rigole. Mais n'empêche que les dîners de Noël sont un bon indicateur. Ouais. Qui s'assoit à côté de qui chaque année, pourquoi Vos dîners de Noël ne sont pas les mêmes cette année. Quand c'est moi, je choisis les places. Oui. Ah ouais. Oui, alors parce que tu sais, il y a deux choses. Un, ça m'irrite un peu au moment où on va s'asseoir et que personne ne sait où aller s'asseoir et ça dure pendant une éternité. Alors que si tu places déjà les gens, tu places les gens et puis s'ils sont pas trop contents de leur place, c'est plus facile de changer 2 personnes de place que d'en changer 20. Tu vois, là, tout le monde réfléchit, tout le monde donne son avis. Et puis l'autre chose, les gens sont timides, c'est que voilà, il y a des gens aussi au dîner de Noël ou au dîner, ils vont tout le temps choisir la meilleure place selon eux. Et puis il y en a tout le temps qui vont se retrouver mélangés avec les enfants. Et puis, salut. Donc c'est juste d'équilibrer. Voilà. C'est pour stratégie, ça que... Donc ça dévoile sa personnalité, par exemple. Et que tout le monde soit heureux, que personne ne soit laissé, et que personne ne soit laissé pour compte. Au grand cœur. Motivation altruiste. Et donc on parle, c'est ça, parler de personnalité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par personnalité? C'est quoi une personnalité? Personnalité déjà dissociée de l'identité. Je pense que c'est important de le dire. L'identité, c'est qui je suis, alors que la personnalité, c'est comment je suis, comment je fonctionne. Finalement, l'identité, c'est pas toujours perceptible parce qu'il y a une identité qui est comme évidente, elle est de surface. Donc ça va être mon code génétique, par exemple, etc. Puis il y a une identité profonde aussi qui, pour la connaître, il va falloir que je passe du temps avec chacune d'entre vous pour connaître votre identité sociale. À quel groupe d'appartenance vous vous assimilez, par exemple. Votre identité professionnelle aussi. Tu sais, l'identité est vraiment multiple, alors que la personnalité, elle va définir un petit peu nos besoins. On va toujours se trahir dans
notre communication, parce que je suis experte en communication humaine aussi, et du coup, dans tout ce qu'on dit, on trahit nos comportements, nos préférences et nos besoins. Allez, on mange, on dit rien, la bouche pour pleine. révéler ton caractère, Stéphanie. Est-ce que la personnalité, bien sûr on est avec, mais est-ce qu'elle change? On est toujours la même personnalité? Alors c'est intéressant parce que la personnalité, en fait, elle a 2 composantes. Elle a le tempérament et elle a le caractère. Le tempérament... Dis-moi la différence, ça se ressemble. Et oui, ça se ressemble. C'est pour ça qu'il est difficile de dissocier un peu personnalité, tempérament, caractère. Des fois, on les confond un petit peu. Mais le tempérament et le caractère, c'est vraiment les 2 composantes de la personnalité. Donc, le tempérament, c'est ce qui est inné. Donc, quelque part, c'est presque on est avec. C'est-à-dire que dès l'enfance, on est capable de distinguer les tempéraments d'un enfant, propension à être plutôt introverti, extraverti, C'est ça un tempérament. téméraire. Après ça, c'est quoi un tempérament? Des exemples de tempérament? Un enfant plutôt calme, un enfant qui a besoin de bouger. On sent que lui, être en action, ça va être un besoin pour lui aussi. Donc il y a les tempéraments comme ça. Alors que le caractère, c'est, on va dire le tempérament, c'est un aspect biologique, donc il se crée très tôt dans l'enfance, alors que le caractère, c'est des aspects socio-culturels. Donc ça va se construire en fonction du pays dans lequel on grandit, la culture dans laquelle on baigne, l'éducation, tout un tas de choses. Sachant que le tempérament, malgré tout, c'est comme la partie haute de l'iceberg, il peut être légèrement comme conforté ou nuancé par l'aspect socio-culturel. Je prends un exemple, un enfant qui spontanément est plutôt calme, si dans son éducation, donc l'aspect socioculturel, il comprend que ça fait plaisir à ses parents d'avoir un enfant calme. Cet enfant, je l'entends jamais, il joue toujours tout seul. Et puis il sent que ça fait plaisir aux parents de dire ça. Bizarrement, on renforce ce tempérament-là. Donc en fait, on est tempérament, on est caractère, ce mélange un petit peu de tout ça va définir notre personnalité. Mais comment est-ce qu'on découvre sa vraie personnalité? Alors, peu importe le test de personnalité, en tout cas, mais je parle des tests de personnalité poussés qu'on va faire avec un expert. Pas les trucs qu'on lit dans les revues là, de Pas magazines, du tout. là. Ouais, ça, c'est les trucs vite fait, la lecture vite, rapide, la première lecture, si on veut. Mais on va dire qu'il y a un âge, en fait, où le passer le test de personnalité, parce que c'est quelque chose qui est quand même en construction, puisqu'on dit que c'est socio-culturel, donc forcément, à l'adolescence, il va y avoir encore des choses qui vont s'ajuster, mais on dirait qu'un test de personnalité, on ne le ferait pas passer à un jeune en dessous de 16 ans, par exemple. D'accord. Wow. Et c'est passionnant, Rachel. J'ai plein de questions. Vous aussi, vous avez des questions? Oui. Non. Bon, au niveau des tempéraments, alors selon les tests ou la manière dont on a pu nous l'introduire, il y a souvent des grandes cases. Et est-ce qu'elles sont justes? Si oui, c'est lesquelles? Je vais pas pouvoir parler sur un panel très très large parce que moi en plus je vais avoir comme un filtre et va falloir que je le nomme. Je suis certifiée dans un test en particulier de personnalité, donc forcément j'ai l'expertise pour ce test-là que je maîtrise assez bien. Comme tout test de personnalité, c'est extraordinaire quand on le découvre, chacun pour soi. En revanche, comme tout test de personnalité, il a ses limites. Il a ses limites si on s'arrête justement à cette première lecture, qui aura tendance à favoriser la stigmatisation, les préjugés, renforcer, et puis... comme le truc que Aurélie déteste. Enfermer. Oui, on va enfermer une personne parce qu'on a décelé 2-3 traits, et puis on va dire, cette personne, elle est comme ça, et puis that's it, au revoir, je m'en vais. Non, pas tout à fait. Chacun est unique. Alors même, et c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'en faire plusieurs. Moi, je suis certifiée dans un, mais je trouve que c'est intéressant d'en faire plusieurs parce que notre personnalité est tellement profonde. Oui, c'est fascinant, vaste. Et ce que je trouve fascinant, si vous n'avez jamais passé de test de personnalité, je trouve que c'est quand même la première étape. C'est pas un truc un peu bizarre en tant que chrétien de le faire? Alors, c'est la première étape vers la... des questions. Mais c'est vrai que ça nous a fait on voit pas du tout l'intérêt. On est contre. Alors, parce qu'en fait, Rachel, moi, Ça peut aller à la fin, on est tout à fait contre. Non, mais... Après, les prochaines minutes vont être longues.
Non, mais parce que je pose la question parce que... Mais parce que c'est une question que je pense beaucoup de personnes se posent en tant que chrétien. Oui. Est-ce que c'est pas bizarre? Ça touche à la psychologie. On parle des tests de personnalité, ça fait beaucoup référence à tous les trucs de magazines, tests de personnalité. Non, franchement, ça vient bousculer beaucoup de... Oui. Et je dis pas que c'était ma question, Rachel. C'est une question parmi tant d'autres. Mais je pense que c'est important peut-être de le dire pour qu'on puisse se disposer. Et moi, la première fois qu'on m'a proposé d'en faire un, franchement, j'étais pas hyper ouverte. J'ai trouvé... je me suis posé la question, sincèrement. Où je m'en vais avec ça? Ouais, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ça va vraiment être juste? Est-ce que ça va venir, comme à l'encontre de la parole de Dieu, des promesses de Dieu? Je sais pas, tu veux faire attention quand t'es chrétienne, non? C'est bien. Okay, c'est extraordinaire. Non, mais j'étais très, très bizarrement, j'étais dans la même posture que toi la première fois que j'ai passé mon test de personnalité. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire de moi? J'avais l'impression d'avoir répondu... je sais pas, qu'on allait découvrir que j'étais une psychopathe. Lâchons le mot. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va dire vraiment? On va me trouver une maladie. Je suis jamais posé. Je vais découvrir à quel point je suis géniale. Enfin, on va me reconnaître à ma juste valeur. Je vais pouvoir mettre des mots. Un test qui le révèle, enfin. Tu vois, mais là, on voit les personnalités. Psychopathe. Moi, je l'ai fait dans une église la première fois. Peut-être c'est pour ça que je me suis pas posé de questions. Mais moi aussi, en plus, j'ai en blague. C'est clair, mais c'est ce que j'aime à dire, c'est que le test de personnalité est comme la première étape à la découverte de soi. Donc, je trouve que c'est important de se découvrir, de savoir qui on est. Tu sais, c'est pas antinomique avec la parole de Dieu. C'est pas, ça vient pas à l'encontre du tout de ça, parce que oui, dans mon identité, je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que je suis aimée, je suis choisie, je suis appelée, je suis affranchie, je suis justifiée, je suis rachetée. J'ai tellement de choses, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que je peux pas oublier, oui, je connais mon identité, donc ça c'est le qui je suis. Ma personnalité, suivez-moi, c'est le comment je suis. J'ai une mission, et je pense qu'on a toutes une mission ici, on a un appel qui est irrévocable sur nos vies, qui a été professé sur nos vies, et auquel on veut répondre à cet appel-là, mais comment j'y vais? Et je trouve ça extraordinaire de connaître notre façon d'être, comment on se comporte, comment on réagit, comment on agit face à ce monde, à cet environnement, et de enfin découvrir qu'on est parfaitement aligné avec cet appel qu'il nous a donné. Je pourrais pas avoir un appel comme Stéphanie, et je me permets de te dire, parce que je connais ton appel, c'est tellement pas ma personnalité de prendre l'avion à toutes les semaines, d'aller rencontrer du monde que je ne connais pas à toutes les semaines. Je pourrais le faire, c'est pas que je suis pas capable, parce que c'est ça les tests de personnalité, ça dit pas que puisque je suis pas comme ça, je ne suis pas capable. Non, on est tous capables d'être dans toutes les sphères, sauf que ça va nous coûter de l'énergie. Donc ça veut dire que moi je pourrais être capable de le faire, mais sur un court laps de temps, versus toi, c'est l'appel de ta vie, ta mission. Donc ça va être dans la durée. Alors que moi, si je le fais sur toute ma vie, je vais m'épuiser, vous allez me trouver à plat ventre chez moi. Ça veut dire que quand on fonctionne dans sa personnalité, on est comme un poisson dans l'eau, versus quand on n'est pas dans sa personnalité. Exactement. Tout fit, j'ai envie de dire que tout est parfaitement aligné, tout se modèle parfaitement. Pourquoi ? Parce que notre Dieu nous a créés de la façon dont il nous a créés. J'aime, il y a un auteur, c'était pas vraiment prévu, mais il y a un auteur qui s'appelle Claudio Pagliara, je pense que je me trompe pas. C'est un cancérologue italien et chrétien qui a écrit un livre. J'ai peur d'estropier le titre, vous irez vérifier, mais il me semble que c'est le cerveau guérisseur. Et puis il explique tout un tas de choses par rapport au cancer, puis à ses observations, puis à sa foi aussi en tant que médecin. Et puis il explique quelque chose d'extraordinaire dans son livre qui, moi, est venu me percuter complètement et me dire que oui, ma personnalité, Dieu l'a voulu comme ça et je vais arrêter de lutter avec, arrêter de me comparer aussi peut-être à d'autres champs, il y a d'autres gens, il y a d'autres appels, il y a d'autres missions. Il explique ceci, il dit que dans chaque être, lorsqu'on est formé dans le ventre de nos mères, il y a un plan biologique.
qui est là, donc avec tout notre code génétique. Ça va définir qui on va être dans notre apparence, nos cheveux, nos yeux, etc. Notre peau, notre durée de vie, tout un tas de choses sont encodées à ce moment-là dans ce plan biologique. Mais avec ce plan biologique, il explique qu'il croit fermement qu'il y a un plan spirituel. Et que le plan biologique est au service du plan spirituel, puisque tout est spirituel à la volonté de Dieu. Donc, mon caractère, j'ai compris que mon caractère, ma personnalité, même qui je suis sur cette terre, est en adéquation parfaite avec l'appel et la mission que Dieu m'a donnée. Ben, tu vois, là, c'est moi qui ai une question spirituelle. Ça veut dire, oui. Non, mais ça veut dire, tu sais, quand on dit « j'ai été créé comme ça, c'est mon caractère, ma personnalité », des fois, on a l'impression que, c'est comme si c'est parfait, puis on n'a pas de choses à changer. Des fois, c'est ça, tu as un mauvais caractère, et puis tu te justifies parce que c'est ton caractère. Suivez-vous ça? Ouais. On va parler de Et des fois, c'est ça qu'il faut faire attention. Qu'est-ce que tu dis? Puis on va parler de sanctification. Non, mais je veux dire, je pense que notre personnalité, justement, dans les tests, ça te montre aussi quels sont les pièges de ton caractère. T'as, par exemple, dans telle situation de stress, tu vas réagir d'une certaine manière. Peut-être pas très, très bien. Donc, ça devrait, au contraire, le voir de t'aider. Je ne tomberai pas dans le piège parce que c'est ma personnalité. Sans dire que j'endosse tout. Il y a des choses qu'on sait qu'on... Je sais, là, on n'est pas parfaite. Tu vois, tu l'as trouvé, Stéphanie. S'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien moi. Et je trouve que c'est là des gens autour de toi. Le faire aiguise le faire. Mais dans ce sens que pour certaines femmes, c'est difficile de dire de s'accepter il y a comme une balance entre je vois juste ce que j'ai pas bien dans mon caractère, puis d'autres, c'est l'inverse. Ils voient juste ce qu'ils ont bien, puis des fois, tu as envie de leur dire, ça, tu pourrais adoucir un peu l'angle. Tu vois, donc, je trouve que le test de personnalité, ça montre tes forces et tes faiblesses. Exact. Et travailler sur ce que tu as à travailler et apprécier ce que tu as. Tu sais, il y a une balance entre les deux. Et du coup, c'est ça pour en revenir. On va en revenir aux forces et aux faiblesses. C'est un peu quoi les grandes... Les grandes... Ouais. On veut savoir qui on est, nous. On s'est posé la question cette semaine. Être ou ne pas être. On a cherché dans le fond de notre sac à main, notre identité, on l'a pas trouvée depuis. Bon, alors, votre identité, je vais peut-être pas la déterminer aujourd'hui, mais le comment, mais la personnalité. Mais effectivement, donc là, mettons les mots, nos mots. Moi, je suis certifiée dans un test de personnalité qui utilise entre autres le fameux test DISC de William Marston. Donc Marston, je vais y arriver. Et puis donc forcément, le test DISC ressemble à un cercle. Dans ces cercles, le psychologue a distingué qu'il y avait 4 types de personnalités. Puis il a regroupé ça avec des personnalités plutôt dites extraverties. Donc quand on dit extraverties, c'est des personnes qui ont tendance à voir leur environnement comme étant moins fort qu'eux. Donc c'est des personnalités plutôt assurées. Les personnalités introverties, donc on va dire que c'est des personnes qui ont tendance à percevoir leur environnement comme étant plus fort qu'eux. Tu sais que pendant que tu parles, on médite. On garde personne. Donc les personnes introverties, c'est souvent celles qui vont avoir un discours, on peut pas aller plus vite que la musique, tu sais, c'est comme ça. Alors que d'autres, ils vont se dire, on m'a fermé la porte, je vais passer par la fenêtre, tu comprends? Puis il y a aussi les personnalités regroupées, on va dire, vers les tâches. Donc elles, c'est des personnes qui performent dans justement dans leurs tâches, dans ce qu'elles ont à faire. Puis des personnes qui sont plutôt orientées vers les relations. Et tout ça, ça va être compliqué d'expliquer là comme ça, sans forcément visuel. Mais je tiens à préciser que les tests de personnalité sont que des outils. C'est pas un incontournable, c'est pas un indispensable. C'est pas une définition. C'est pas une définition en soi. La parole de Dieu, je pense qu'à la lumière du Saint-Esprit, peut suffire, en tout cas, à traverser cette vie et à répondre à notre appel, à notre mission de vie, c'est certain. Ça reste un outil qui vient, encore une fois, comme première étape, aller vers cette découverte de soi et d'aller chercher, en faisant ce test de personnalité-là, je peux me reconnaître, par exemple, donc dans le test DISC, on a la personnalité dite D. Donc, c'est des personnes qui sont orientées extraverties et côté tâche. Elles ont un besoin d'être en action, d'être toujours en train de faire quelque chose, d'être en action et de relever des défis difficiles. Ça, c'est les 2 sources de motivation. On a la personnalité...
Non, mais ne donnez pas de projet à un dé, il va s'ennuyer, quoi. Vous comprenez qu'il va pas le rejoindre du tout. Il va se dire à quoi sert ma vie. Il y a les personnalités I. Donc, elles, c'est des personnalités donc, dites influentes qui sont extraverties aussi. Comme le dé, mais qui sont tournées vers les relations. Donc elles ont un grand besoin d'être en interaction avec un grand nombre de personnes et ressentir du plaisir, avoir du fun. C'est très important pour elles. Ensuite, on a les personnalités plutôt S. Donc elles sont orientées vers l'introversion, toujours vers le côté relationnel. Donc elles ont un grand sens du service, elles ont un besoin d'harmonie, de cohérence, de calme, d'un rythme plutôt lent. Donc on comprend déjà qu'il y a des disparités. On comprend qu'il y a des complémentarités et des opposés aussi déjà. Mais c'est tous positif. Là. Il y a pas de... Des fois, on a tendance à mettre une connotation extravertie ou introvertie. C'est pas du tout quand c'est une perception du monde, en fait. Voilà. C'est ça que j'aime, perception du monde. Et puis le C, lui, il a un besoin de faire les choses de la bonne manière. Donc il veut répondre à des procédures. Donc c'est sûr qu'il va avoir une propension à être très bon en analyse. Donnez-lui des analyses à faire, donnez-lui des listes détaillées à faire, ce sera la personnalité la plus heureuse au monde. Et donc, forcément, on comprend que là, il y a des complémentarités, puis il y a aussi des opposés. Quand je dis qu'un D a besoin de relever des défis et d'être en action, donc on sent que ça va être opposé au S, qui lui a un besoin d'être au calme, d'être plutôt à un rythme lent. Donc forcément, moi, dans mon expertise, comme j'ai dit tout à l'heure, je coach des gestionnaires. On comprend qu'il y a des binômes qui vont être évidents, puis d'autres, ça va être plus un défi. Et ceci dit, des binômes où on va trouver les opposés avec une bonne compréhension de la personnalité de chacun, des forces et des faiblesses de chacun, deviennent des binômes aussi très complets au final. Exactement. On dit souvent que là où le dé, on va associer aussi des couleurs. Le dé, le rouge, lui va avoir la vision. De lui va naître le projet, l'idée. Et ben, il va aller voir qui en premier. Il va aller voir le I, le jaune, pour le rallier parce que c'est un fédérateur, le jaune. Lui, il attire du monde à lui. Là. Donc, s'il arrive à lui vendre quelque part son projet, ça veut dire que lui va pouvoir le diffuser, en parler à tout le monde. Donc, une fois qu'on a convaincu le jaune va être le porte-voix, le communicant finalement du projet. Et puis là où le S, donc le vert, lui va s'assurer que tout le monde embarque. Est-ce que tout le monde est OK dans ce projet-là? Il va s'assurer que tout le monde suit en fait bien le projet, le leader. Et puis là où on a besoin du C, du bleu, lui va s'assurer du fait que le projet soit viable, faisable, etc. Donc on a vraiment besoin de la complémentarité de chacun. Et dans le mariage, vas-y. Je veux savoir, est-ce qu'on évolue dans nos personnalités? Est-ce que un D peut devenir un I un jour ou un S. S par exemple? Est-ce qu'on change ou pas du tout? Alors on n'est jamais une couleur pure à 100%. Okay. On est toujours l'ensemble de ces 4 couleurs parce que les couleurs ou personnalités ou lettres, si vous voulez, c'est sûr que les lettres, les couleurs hautes vont être l'effet saillant, on va dire, c'est une évidence de reconnaître cette personne-là dans ces traits de personnalité-là, mais les couleurs basses, les traits de personnalité plus bas en disent aussi long sur les traits de caractère d'une personne. Je m'explique, quelqu'un qui a un S, donc un vert très élevé, donc très dans l'harmonie, etc., et qui a un rouge bas, donc un D bas, c'est sûr que c'est une personne qui est très mal à l'aise avec le conflit, par exemple. Adresser un conflit pour elle, ça va la mettre très, 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 très mal parce qu'il va falloir qu'elle soit confrontée. Elle a peur de blesser, alors qu'un D, un rouge, a aucun problème à adresser des conflits parce que pour lui, c'est pour faire avancer les choses. Donc, tu sais, c'est vraiment une vision du monde qui est différente. C'est en ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas une vision qui est plus juste qu'une autre. Elles sont toutes bonnes parce que oui, il y a des forces dans chacun. À la question, est-ce qu'on peut changer? Justement, le test de personnalité est intéressant dans ça, le test DISC, parce que justement, on va déterminer un style qui est dit naturel. Donc, c'est celui qui peut changer dans notre vie. C'est notre nous qui on est profondément. Et puis, il va y avoir les mêmes couleurs, mais dans un contexte adapté. Et là, c'est notre nous quand on est en contexte de sociabilisation. Donc, on sait que dans personnalité, l'origine du mot, c'est persona. Donc, c'était le masque qu'on se mettait au temps des Grecs, là, la dramaturgie. Donc, c'est le masque qu'on porte en société. Alors oui, le masque qu'on porte en société, dans notre style adapté, va changer
en fonction du travail que j'occupe, en fonction des personnes que je côtoie. Par exemple, dans mon mariage, au bout de 20 ans, peut-être que l'autre aura déteint sur moi, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui, de ce côté-là, vont changer. Toi, tu voulais poser une question justement par rapport au couple? Par rapport au couple, je me disais, tu sais, souvent on entend qui se ressemble, s'assemble, ou les contraires s'attirent. Et je me disais, qu'est-ce qui est mieux dans un couple? Est-ce que c'est mieux les qui se ressemblent, s'assemblent, les contraires s'attirent? Mais je veux pas créer des histoires, je veux pas briser des rêves, parce que s'il y a des couples qui demain vont passer leur test, tu sais, c'est quand même... peut-être dis-nous, c'est quoi les forces, les bonnes, ou c'est quoi la force d'un couple qui se ressemble, mais c'est quoi aussi ses faiblesses, et puis... Je dirais qu'il y a des défis dans les deux. Il y a des défis. Voilà, ça c'est dit. Il y a des défis points dans le mariage. Avec une certaine personnalité. Clairement, parce qu'en fait, en étant trop pareil, finalement, l'un peut empiéter sur les besoins de l'autre. Je m'explique, si on a deux jeunes avec un besoin de... alors là, je vais aller un petit peu plus... Voilà, je vais aller un petit peu plus dans les détails, c'est-à-dire, c'est pas juste un besoin d'interaction profonde, mais c'est un besoin d'être au centre de l'attention aussi, de raconter les histoires, de raconter les blagues, etc. Si on s'empiète l'un c'est comme sur le partager un paquet de chips, quoi. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Parce qu'il y en a un qui va probablement... devoir se réguler. Puis en général, on va l'épuiser dans notre seconde couleur, seconde personnalité aussi. Donc, tu sais, un couple où les deux partagent le jaune, ils ont la même personnalité, ils ont le jaune là-dessus, s'ils ne se connaissent pas, et qu'il y en a un des deux qui est jaune et rouge, donc il va y aider. Il y en a un qui va aller dans le rouge, donc le rouge, c'est quand même quelqu'un qui veut gagner, donc... Il va pas céder sa place là d'être au centre de l'attention versus l'autre personne, il suffit qu'elle soit jaune et verte. Donc elle aura plus tendance à laisser la place. Mais à la longue, ça peut créer de la frustration. Si bien que aussi quand on est complètement opposé, ça peut créer des frustrations. Si on a quelqu'un de très jeune, donc en général les traits qu'on reconnaît chez les jeunes, mais encore là, c'est pas des cases que je veux donner parce qu'il y a beaucoup il y a un large panel de jeunes. Effectivement, deux jeunes ne se ressembleront pas pour diverses raisons, mais un jeune en général on dit c'est le côté quand même artiste, le côté, donc on a dit plaisir, fun. En général il n'aime pas trop compter ce qu'il a dans son compte de banque. Le budget. Alors, il suffit que l'autre conjoint soit plutôt très bleu, donc très dans la comptable. Ça va être un petit défi à faire comprendre. C'est chez moi, ça. Ça arrive souvent. Donc ça peut être des sources de conflit, mais encore une fois, j'apprends à me connaître et je comprends que l'autre ne le fait pas exprès. C'est dans son besoin d'avoir du fun. Et l'autre, c'est dans son besoin de compter et de savoir et d'être dans le détail. Donc, est-ce qu'on peut faire un pas l'un vers l'autre? Mais moi, je trouve que c'est génial parce qu'une fois que tu sais que, par exemple, comme dans mon mariage, c'est exactement ça, nous. Et moi, je me dis, au début, quand on commence ensemble la vie à deux, ça t'énerve. Mais avec le temps, tu vois les qualités parce que je sais que moi, mes finances sont bien gérées. Donc, je peux avoir du plaisir, mais je sais qu'il va me dire, ben là, Stéphanie, on sert il faut remplir le compte de banque avant le vider et tout. Mais ça met en sécurité. Tu vois, quand au lieu de s'opposer, parce qu'on dit les contraires s'opposent, mais dans le fond, si on travaille, mais c'est là qu'il faut connaître nos personnalités. Et ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que ça permet de ne pas juger autrui. Tu vois, ça permet de voir qu'on peut être différent, mais on se complète. Ça veut pas dire que la personne est moins bonne que toi, parce que peut-être toi, tu aimes foncer, l'autre a la plus lente. Ça, c'est important, ah, mais lui, il est lent. En fait, c'est pas de voir ça comme un défaut, c'est de voir ça comme vraiment, dans le plan de Dieu, il a besoin de cette personne. Dieu aussi a besoin de toi pour accomplir quelque chose de plus grand et qui nous dépasse tous, en fait, au final. Et c'est ça que je trouve beau aussi dans ce test-là. Est-ce que notre personnalité peut avoir besoin de guérison, de restauration? Une bonne question, Annabelle. Personnalité a besoin de... Peut-être dans le sens... Je ne dis pas que j'aurai toute la réponse, alors n'hésitez pas. Non, franchement, je tiens quand même à dire, Rachel, merci, parce que ce n'est pas un exercice facile que de parler d'un sujet aussi vaste où justement on ne veut pas non plus faire des grandes généralités qui vont produire des raccourcis. On n'aime pas les raccourcis. Non, pas du tout. Les raccourcis intellectuels, des fois c'est facile de...
Mais d'un autre côté, on veut. C'est un sujet hyper intéressant. Puis faut commencer quelque part. Écoute, donc c'est pas un exercice facile. Donc merci de te prêter au jeu. Et puis je comprends que on peut pas. Enfin, faut comprendre. Et je comprends. Ouais. On ne peut absolument pas tout dire. Donc c'est pas par manque de volonté, mais si on doit faire un choix aujourd'hui de ce qu'on va dire. Il y a des personnalités qui préfèrent manger. Tu veux manger un peu, Rachel? Annabelle, vas-y. Un petit chocolat. Ma maman m'a appris de ne pas parler la bouche pleine. Ok, d'accord. Et comme j'ai un côté bleu, j'aime faire les choses de la bonne manière. Tu vois, moi je dis oui. Mais oui, pour pas contrarier. Donc, t'es dans le sens. Est-ce que la personne a besoin de guérison? Moi, je verrais plutôt l'aspect de faire la paix avec soi-même, de faire la paix avec qui je suis. Et que Dieu ne s'est pas trompé avec la personnalité qu'il m'a donnée. Encore une fois, je rejoins Stéphanie quand elle disait que oui, les tests de personnalité, ce qui est extraordinaire quand on les découvre, c'est qu'on connaît enfin nos forces. Ah oui, on peut reconnaître, parce que je ne vais pas faire une généralité, mais peut-être nombreux sont celles, parfois on peut genrer quand même certains propos, sont celles qui ont un défi avec l'estime de soi, et puis, ou alors un complexe d'être un petit peu trop assurée. Est-ce que c'est de l'arrogance d'être une femme assumée, qui réussit, qui n'a pas peur de dire je réussis dans mes entreprises. Donc, tu sais, faire la paix avec notre personnalité. Donc, enfin, être libéré de connaître nos forces. Puis, effectivement, c'est un exercice de coaching qu'il faut faire absolument quand on passe un test de personnalité. Je vous en supplie, au nom du Christ. Quelle compassion. Mais faites-vous accompagner là-dedans. Pour comprendre, en fait, que oui, vous avez des forces et aller les maximiser, et puis aller... que ce soit un sujet de reconnaissance, de dire Seigneur, merci de ce que tu m'as créé, une créature aussi merveilleuse que ça. Je connais enfin mes forces, elles sont alignées, je vais pouvoir les exploiter comme tu me demandes de le faire. Ok, tu as tout mis en moi pour que je puisse... Tout ce potentiel-là est en moi pour le faire. Mais en même temps, oui, je découvre mes points faibles, mes faiblesses qui accompagnent tout ça, parce que oui, c'est l'envers du décor. Et pour pas plonger et puis s'accabler davantage, effectivement, faire la paix aussi avec tout ça et trouver son équilibre dans tout ça, de se dire, ok, ça, je peux travailler mes forces pour aller plus loin, mais je peux aussi travailler mes faiblesses pour être un petit peu plus à l'image de Christ. Parce que... Justement, Rachel, là, quand on parle de faiblesse et de force, il y a comme quelquefois deux écoles. Tu connais tes forces, tu maximises tes forces et délaisses tes faiblesses, parce que de tous les cas, tes faiblesses, tu passeras jamais la moyenne, entre guillemets. Et puis, il y a quelquefois une autre école. Bon, c'est les extrêmes, bien entendu. Non, travaille sur tes faiblesses, parce que c'est ce qui aussi peut te faire chuter, même par rapport à tes forces. Donc, c'est quoi l'équilibre, en fait? Quoi, les forces et les faiblesses? Ce serait peut-être bien qu'on sache pour chaque. Comme ça, oui, on peut mais peut-être de façon un peu générale, tu vois, comme ça. Oui, bon, d'accord, ok. Allons-y avec ça. On va dire alors là aussi, ça va être très préjugé, et je veux pas qu'on enferme personne dans une case, parce que c'est ça qui est le danger. Donc avec les tests de personnalité, c'est qu'on s'arrête à cette première lecture-là. Mais encore une fois, le D, donc le rouge, on va dire que sa force justement, c'est d'être une personne de projet, une meneuse, un leader, développeur, exact, un visionnaire, tout ça. Ouais. C'est pas pour rien qu'on a donné la lettre D à cette personnalité, donc la lettre D qui veut dire dominance. Donc forcément, dans dominance, on comprend de suite qu'il peut se dessiner quelques points négatifs comme étant un petit peu trop dirigeant, directif. Donc il va avoir tendance à dire aux autres, fais comme ça, fais ci, fais là. Donc par exemple, moi dans mes coachings de gestionnaire, quand j'ai affaire à un gestionnaire qui est très rouge, attention, c'est très bien, tu as emmené ton équipe de là à là, c'est extraordinaire, personne d'autre n'aurait pu le faire. Mais en revanche, fais attention à la façon dont le dire, à la communication à donner, adouci, parce que ça peut être ton point de faiblesse. Peut-être un petit peu trop direct, un petit peu trop franc, ça peut brusquer. Et puis lever des résistances. Ce serait dommage pour un leader. Lever des résistances. Comment tu sais bien les branches? C'est dommage qu'on va perdre du temps, tu sais, après. C'est ça, et puis perdre des bonnes ressources, c'est dommage aussi. Des gens qui vont démissionner derrière. Non, on va loin là, mais c'est ça. Puis le côté jeune, donc le côté jeune, on a dit tout à l'heure, il est rassembleur, il est fédérateur, il a toujours une bonne anecdote, toujours le sourire, la spontanéité, les rires, donc c'est tellement agréable. En revanche, s'il fait pas attention, ça peut être quelqu'un qui prend
trop d'attention, voilà, trop de place. Et pas être vigilant au fait que personne n'a eu autant de temps de parole et ça peut frustrer et agacer même. Donc, on peut s'auto-réguler là-dedans aussi. Le côté vert, super, on va dire, oh, mais quelle personnalité extraordinaire à avoir parce que c'est un ton de voix doux, c'est réconfortant, ils attirent la confidence, etc. J'aimerais être cette personnalité-là. Ah, mais attention, le revers de la médaille du côté vert, c'est qu'il est très lent, il est têtu. Têtu? Je pensais que c'était juste les jaunes qui étaient têtus. Il est quand même têtu. Il peut être parfois pas très bien accueillir justement le changement, hostile au changement, parce que ça va trop vite. Il s'est pas préparé, on l'a pas. Donc c'est pas évident d'avoir quelqu'un qui est un petit peu en résistance et toujours en doute aussi remise en doute de beaucoup de choses, beaucoup se questionner. Et puis, tu vas voir le bleu extraordinaire pour tracer des objectifs, pour être dans les détails, pour te baquer sur tellement de choses. On a compris, c'est extraordinaire d'avoir un bleu, le côté analytique, qui va anticiper tous les enjeux. Parce que c'est lui qui va penser, mais est-ce que vous avez pensé à cette avenue? Ça va vous conduire là. Pas toujours. Mais à contrario, il peut paraître comme étant tatillon. Oh, c'est toujours celui qui va nous ramener les chiffres. Est-ce qu'on s'en fiche des chiffres? Est-ce que ça sert vraiment? Il peut pas aller plus vite, s'il vous plaît, dans ses explications. Voilà. Donc, il y a des forces, des faiblesses. C'est sûr que moi, je l'utilise encore une fois comme un outil en communication. Ça nous aide à adapter notre propre communication, surtout en tant que leader, en tant que gestionnaire, bien sûr, dans le monde séculier, mais dans le milieu chrétien aussi. Par exemple, en tant que leader spirituel, je vais pouvoir dessiner quelque part, ok, il y a quelqu'un qui est fait pour la relation d'aide. Oh, effectivement, je vois qu'en plus, c'est accompagné de sa personnalité. Ah, attention, elle veut aller dans la relation d'aide, mais très, très jeune. Donc, faire mentionner qu'on est là pour écouter la personne. Je lui ai dit tellement de choses alors que je lui parlais. Ok. C'est mais tu vois, c'est pour en revenir du coup à ma question, j'aime mieux la formuler en fait. C'est par rapport aux forces et aux faiblesses, c'est que tu as dit s'auto-réguler. On va prendre, mettons, l'exemple du jaune, on peut sortir même un peu du test. Quelqu'un qui a tendance à prendre de la place et à prendre de la place. Donc, on va lui conseiller, écoute, ce serait bien que tu t'auto-régules pour laisser la place aux autres. C'est un très bon conseil. C'est très sage. Personne ne peut argumenter contre le fait que c'est une bonne chose. Maintenant, comment trouver, quand tu es cette personne à qui on fait cette remarque, comment trouver la frontière entre faire un pas vers l'autre, mais ne pas non plus m'effacer et ne pas rentrer dans un système qui n'est pas ta personnalité parce que je veux plaire, je veux plus déranger, parce qu'on m'a tellement dit tu prends trop de place. C'est comment trouver ce juste équilibre entre faire la bonne chose pour mes relations avec les autres, mais en même temps ne pas s'éteindre. Mais en plus, c'est une très bonne question parce que justement, ce genre de personnalité aime plaire. Et leur plus grande crainte, c'est justement d'être rejeté, de ne pas faire partie de l'équipe, de la gang, etc. Donc, quand on fait ce genre de feedback, parce que c'est pas un reproche, c'est pas ci, c'est pas là, c'est juste d'y aller de manière factuelle. As-tu remarqué lors de cette interaction que l'autre personne avait envie de parler puis que tu n'as pas remarqué puis que tu as pris toute la place? As-tu remarqué? Non, j'ai pas remarqué. Je t'invite la prochaine fois à être plus vigilant au non-verbal, à l'intention de la personne de vouloir prendre la parole à ce moment-là. Oui, tu voulais dire quelque chose, mais on ne te demande pas de te transformer. On a bien dit que c'était une force. Chaque personnalité a une force. Mais encore une fois, on peut travailler, et là c'est le travail de coach, de coaching, et toujours vers... Tu sais, le Seigneur nous dit de travailler notre salut, tu sais, d'avoir le caractère de Christ. Est-ce que je l'ai aujourd'hui? Non, j'espère l'avoir un petit peu plus demain, mais c'est pas sûr. Il me semble qu'il va me falloir toute ma vie pour y arriver, pour y tendre. Puis oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. C'est la grande parole de maman, c'est pas sûr. Je veux pas m'avancer. Demain, on verra. Je suis pas certaine, je veux pas m'avancer. En tout cas, mais est-ce que je veux être à chaque jour un peu meilleur, chaque jour un peu plus à sa ressemblance avec qui je suis, n'est-ce pas? Donc oui, ça va prendre de travailler un petit peu plus sur mes points de vigilance maintenant. Je vous le dis honnêtement,
impossible, vraiment impossible pour quiconque, avec la meilleure des volontés, de travailler sur ses faiblesses à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute. Ah oui. Non, sinon, mais ça devient un fardeau. Parce qu'il y en a, c'est ça, ils en font un peu une obsession. C'est comme, je sais que c'est ça ma faiblesse, et avec ou sans test de personnalité d'ailleurs, mais tu sais, quelquefois, c'est ça, tu te mets tellement les yeux sur une faiblesse que en fait, tu ne vois que ça chez toi, puis tu as l'impression qu'il faut que tu te transformes. Et quelquefois, je trouve qu'il peut y avoir certains messages chrétiens, d'enseignement, qui nous poussent, tu vois, et parce que ça vient toucher à différentes choses, mais aussi au niveau de la motivation, tu as du message motivationnel qui, quelquefois, te rejoint pas du tout parce que ça touche un aspect qui te parle pas du tout, mais tu as l'impression que pour réussir, c'est ça qui devrait s'exprimer. Donc, tu es en train d'essayer d'aller chercher quelque chose que tu n'as pas et de te trouver incomplet même dans ta vie chrétienne. Ouais, puis il y a des stéréotypes dans nos églises, tu sais. Il y a la personne qui est posée, qui est plus introvertie, tu sais, ça a l'air quasiment plus spirituel. Donc, si tu as un peu de caractère, tu as l'impression d'être chacun défend un petit peu. Et c'est l'inverse. C'est vrai, tu sais, il y a des trucs, tu dis, ça fait spirituel que quelqu'un qui a. Mais regarde les disciples, que Jésus a choisi des disciples, il y avait toutes les personnalités. Dans ça, tu avais des Pierre à coups de pleurer, tu vois, mais il y avait des gens de toutes sortes. Et des fois, il ne faut pas tomber dans le piège de qu'est-ce qui a l'air plus spirituel que d'autres, tu sais, parce que des fois, tu as des gens qui ont peut-être en apparence tu sais, des dés, des ci, des ça, mais au final, dans leur don, ils vont faire avancer bien des choses. Mais l'idée, c'est de rester toujours avec, moi, j'aime l'appeler la règle d'or, tu sais. J'ai dit, faites aux autres que vous aimeriez que les gens fassent pour vous. Fait que dans ta personnalité, de te rappeler, tu as quelqu'un devant toi, comment tu aimerais qu'elle soit traitée, tu sais. Donc, ça demeure dans cette idée-là, mais de ne pas mettre les personnes dans des boîtes. Moi, c'est surtout selon des fonctions. Tu sais, des fois, par exemple, tu as beaucoup, une façon dans nos églises, parce que, par exemple, l'épouse du pasteur, il faut qu'elle soit de telle forme, dans telle boîte, n'est-ce pas? Ou telle personne. Et c'est là on parle la beauté, tu sais, que Christ nous a fait perdre. Nous sommes son ouvrage, le poème de Dieu. Donc, de prendre nos forces. Puis quand on connaît nos forces, on parlait d'identité, mais notre fondation, elle est plus solide. Donc, si je sais mes forces, puis je sais mes faiblesses, mais si tu me fais une remarque, OK, au lieu de le prendre comme un rejet ou quoi que ce soit, OK, alors, parce que je suis bien dans qui je suis. Ça, et puis ça décomplexe aussi. Ça décomplexe parce que quand on s'enferme dans une façon de faire, on n'est plus nous-mêmes. On perd de beaucoup de choses, alors que quand tu as cette assurance que... je peux être qui je suis véritablement, ça change beaucoup de choses. Par rapport à ce qu'on disait au niveau des églises, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance aussi. C'est d'ignorance des choses. De pas savoir. C'est ça, c'est comme, oui, on s'est toujours dit que c'est comme ça. On a vu peut-être des parents, des anciens, ou je sais pas, faire ça, et puis on a juste évolué comme ça. Mais c'est toujours d'aussi revenir à Dieu lui-même pour se dire, mais cet esprit conduit-moi. Même si j'ai des faiblesses aujourd'hui, même si je ne comprends pas tout, je sais que si lui conduit, ça va me permettre de voir les personnes différemment. Ça va me permettre de ne pas toujours rester dans le même cadre, les mêmes façons de faire, le même style. Ça va aider en fait même à se sanctifier, sans pourtant que ça devienne ton focus, tu vois, comme j'ai ce truc qu'il faut que je travaille parce que dans ma personnalité, ça ne fonctionne pas. Au lieu que ce soit ça ton focus, quand on va marcher plus avec Seigneur, toi, amène-moi là où tu veux m'amener, il y a des choses qui vont se régler toutes seules. Ta personnalité va s'affiner. Il y a des choses qui vont se faire sans que ça ne devienne un combat ou un fardeau vraiment difficile à porter. Et c'est ce côté que je pense on peut agresser aussi par rapport à l'église locale, par rapport à ce qu'on s'est dit, pour se dire, non, le Saint-Esprit, il est le chef de l'église, il est le maître, et il va faire ce travail en chacun de nous, en son heure, en son temps, mais faisons-lui confiance. Et oui. Tu es d'accord avec ça? Tellement, et puis c'est la diversité en fait. Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu qu'on soit tous et toutes différentes. Donc c'est accueillir cette diversité-là voulu par le Père, ça c'est certain, le Créateur. Donc oui, en effet, c'est important de reconnaître ça, mais c'est compliqué la vie chrétienne et l'équilibre. Ça va toujours être un équilibre à tenir. Et parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ça aussi, partir de ce principe-là, d'être toujours humble aussi là-dedans. Donc oui, la diversité, en prendre compte, c'est certain. Et quand tu parlais par rapport à la femme du pasteur, les attentes qu'on pouvait avoir... Les modèles. Moi, j'ai un livre
bon, je l'ai pas fini du coup, mais c'est, je sais plus exactement, tu vois, je voudrais même pas dire le titre du coup, mais en gros, ça dit vraiment un bon pasteur doit être ci, doit être ça. Et tu t'es dit, mais c'est tellement une image qui correspond à juste une partie de la planète. Tu vois, juste à une partie de la planète. Et en fait, je me dis, c'est vrai que c'est, et ça n'a pas été écrit avec malveillance. Il y a des très bons conseils, ceci dit, mais tout ce qui touche à la personnalité, tout ce qui touche au service et tout, il n'y a pas de souci dans le livre, mais tout ce qui touche à la personnalité, déjà, je veux dire, il y a plein de gens qui vont jamais se retrouver. Et le danger, je trouve, de ce genre de choses, c'est qu'il n'y a aucune nuance, déjà, c'est comme ça. Un bon pasteur devrait être point. Et c'est de pousser des personnes à croire que c'est le seul modèle, seul chemin, et que ce soit un chemin extraverti, un chemin hyper harmonieux, un chemin hyper visionnaire ou hyper structuré, peu importe lequel. Mais c'est de se dire, c'est ce chemin-là. Et moi, je trouve quand même que dans l'Église et chez les chrétiens, quelquefois, on a des gens qui ont des bons cœurs, qui sont super, mais qui sont pas hyper épanouis, tu vois, parce que... Ils sont pas eux. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont pas, ils sont pas eux, et tu sens, tu vois, qu'il y a cette lutte. Et comment faire, Rachel, là, pour aider quelqu'un à se libérer. Danger des clés. Et peut-être particulièrement, tu vois, dans notre monde, à nous, notre petit monde chrétien. En communication humaine, on va parler de projection. Et ça va faire partie de la grande famille des biais cognitifs, des filtres consommés en communication. Et la projection, c'est ce que je m'imagine que tu es juste en t'ayant regardé 2 secondes, ou par exemple par rapport à la fonction, au rôle que tu as, je formule des attentes. Projection positive ou négative. Donc je m'attends à ce que, c'est là qu'on va s'attendre à ce qu'un pasteur soit comme ci, comme ça, à ce qu'une épouse de pasteur soit comme ci, comme ça, etc. Donc on formule des projections, ce sont des biais cognitifs. Puis d'un coup, on passe du temps avec, on les regarde faire, puis il n'est pas comme ça, ou elle n'est pas comme ça. Ah, puis ça va nous surprendre parce que la projection que j'avais formulée, il y a une distance, un écart. Quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps, ah, mais t'es trop gentille, mais quand je te vois, je t'imaginais pas comme ça. Tu veux dire quoi? La projection était négative. Mais encore une fois, les rôles et les fonctions, là encore... on s'attend à ce qu'un pasteur ait ce côté pastoral. On a galvaudé le mot pasteur. Moi, je crois au ministère don aussi. Il y en a qui sont plus évangélistes, d'autres plus apôtres, etc. Donc forcément, on comprend qu'il y a des traits de personnalité et de comportement qui accompagnent ça. Les enseignants, moi, je m'attends à ce qu'ils soient dans les détails, dans la parole de Dieu. Je ne serais pas choquée qu'ils m'expliquent juste sur un verset pendant 3 quarts d'heure, là, tout ce que ça veut dire dans l'hébreu, dans le grec, peu importe. C'est leur force qui a été donnée. Un évangéliste, lui, il va prêcher la croix, très extraverti, très confrontant aussi, pas peur qu'on lui pose une question, et pourquoi ici? Donc ça va aussi avec la personnalité. Donc c'est sûr qu'on fait des projections quant au rôle, à la fonction, ou l'idée qu'on se fait de ce que devrait être une certaine personne. Et déjà ça, c'est un biais cognitif. Donc reconnaître qu'on est empreint de biais cognitifs, de filtres, et qui ne sont pas toujours justes, qui ne reflètent pas la réalité. Et qu'au contraire, il faut accueillir cette diversité. Et qu'encore une fois, on parle de personnalité, donc de comment je réagis, de comment je perçois le monde. Ça n'attaque pas mon identité, ça n'attaque pas le qui je suis, c'est juste que ça trahit mes comportements. Dans ce que je fais, je trahis qui je suis, mes préférences, etc. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on m'a reproché de passer trop de temps sur un visuel, justement, pour les prédications. On m'a dit, mais t'es trop dans les détails, t'es trop perfectionniste. C'est pas du tout moi, c'est ça que t'as dit. Je me suis dit... oui, mais en même temps, c'est moi, là. Je ne pourrais pas faire autrement. J'aime ça être dans les détails. J'aime que ce soit beau, j'aime que ce soit parfait. Que ce sera jamais parfait. Laisse-moi plutôt 2 mois pour le faire. Mais... On voit la couleur, là, tranquillement. Clairement, je me trahis. Mais je ne me suis pas sentie attaquée parce que je dis non, c'est ma façon de faire. C'est bon, ça. C'est excellent, ça. Donc, OK, mais c'est parce que je me connais. Et puis, je me dis, en vrai, la remarque est juste. C'est vrai, j'ai passé trop de temps là-dessus. C'est vrai, en définitive, j'aurais pu passer moins de temps. Ça aurait été tout aussi efficace, tout aussi joli. Ça aurait pu me satisfaire. Est-ce qu'on aurait pu te le dire mieux?
Non, je pense que c'était. Je pense que comme tout feedback, ça aussi, c'est un autre thème. Hein. Faut apprendre à en recevoir. Faut apprendre à en donner, il faut apprendre à en recevoir. Parce que le feedback, bien qu'il soit constructif, va toujours créer quelque chose en nous. Peu importe notre type de personnalité, je pense qu'on n'est jamais très à l'aise à se faire dire qu'on n'a pas fait les choses totalement bien ou on n'a pas totalement bien répondu aux attentes. Donc ça aussi, c'est particulièrement en communication, il y a toujours des besoins et des attentes sous-jacents. Donc j'ai des attentes que je ne formule pas et je m'attends que l'autre les devine aussi. Un mariage aussi. Oui, clairement. Dans toutes les relations. Et c'est valable dans les églises. J'ai des attentes envers les chrétiens, et puis je découvre qu'ils ne sont pas comme je pense. On n'a pas encore tout notre curseur de sanctification au même niveau, donc soyons tolérants, soyons bienveillants, ayons les sentiments qui sont en Christ. Il venait avec notre niveau nous chercher là où on était. Merci Rachel, franchement. C'est palpitant. On aurait pu continuer la conversation. Merci beaucoup. On aurait vraiment pu continuer. Donc ne pars pas après, s'il te plaît. J'ai encore des questions. Parce qu'on n'a pas su trop les couleurs aussi, là. Toutes les questions que j'ai pas pu poser. Ça se pourrait. Rappelle-nous la couleur, c'est le bleu. Ah, c'est ça. Merci beaucoup Rachel. Donc si on veut recevoir tes conseils, on peut trouver tout ça sur ton site Conseil Reliance. Ça se dit Reliance ou Reliance? Reliance. 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 Où on peut trouver aussi tes services. Et puis merci Seigneur pour la technologie dans ce siècle présent. Ça peut traverser les frontières. Donc, en tout cas, merci beaucoup Rachel. J'ai l'impression qu'on aurait pu parler encore des heures. Il y avait tellement de choses à dire. C'est vraiment super intéressant. Et écoute, peut-être auras-tu l'occasion de revenir nous voir et de pouvoir qu'on puisse aller plus loin encore. mais un grand merci. Est-ce que c'est bon Aurélie, t'as appris à mieux te connaître? Oui, en fait, j'ai pas beaucoup parlé parce que je méditais. On développe des stratégies aussi. Et c'était vraiment super intéressant. Et c'est, je crois, un sujet. Non seulement c'est un sujet qui moi m'intéresse personnellement, mais que je trouve intéressant surtout quand on en parle bien et de la bonne façon. Et t'en parles super bien. Donc un grand merci Rachel d'être venue. Merci pour votre accueil. Écoute, à bientôt. À bientôt. Ouais, à bientôt. Tel que nous sommes. Déjà fini. On va se retrouver tel que nous sommes. Mais bon, peut-être que demain, on ne sera pas encore parfaitement à l'image de Christ. On a dit que demain, c'était probablement. Non, elle a dit probablement pas. C'est exact. Donc, à demain. Tel que nous sommes. Bye.